La famille Bélanger compte 4 membres. La mère Claire, le père Jean-Louis, leur fille Isabelle et le cadet Éric. Un différend oppose parents et enfants. Ceux-ci désirent faire l'acquisition d'un micro-ordinateur, mais Jean-Louis et Claire ne voient pas l'utilité d'une telle dépense. Les enfants, à force d'arguments, parviennent toutefois à convaincre leurs parents. Et le grand jour arrive. Jean-Louis revient à la maison chargé de grosses boîtes. Chacun imagine de quelle façon il va mettre à profit ce formidable outil. Claire et Jean-Louis, plus pratiques, déballent les appareils et installent le micro-ordinateur. Une fois le tout terminé, ils doivent cependant se buter à l'étonnement de leurs enfants. Ces derniers se mettent à retourner en tous sens les boîtes vides et demandent à tour de rôle « Où est l'imprimante? Et la souris? Et le modem? Et le jeu vidéo ?» La déception est vive. Jean-Louis, surpris, avoue qu'il n'a hélas rien acheté de tout cela. Claire retourne au magasin se procurer les éléments manquants. À son retour, c'est l'euphorie. Mais qui cède promptement le pas au désarroi? Personne ne sait comment installer ces accessoires. Exaspérée, Claire donne un coup de fil au vendeur. Celui-ci lui propose une cassette vidéo expliquant tout ce qu'il faut savoir pour rendre un micro-ordinateur et ses périphériques opérationnels. Un micro-ordinateur, c'est un peu comme une famille. On peut définir ses fonctions en décrivant ses composantes, comme on peut décrire une famille en décrivant ses membres. Sur le plan physique, c'est un boîtier qui contient une carte de circuit de base que les Américains appellent motherboard, carte mère. Sur cette carte sont soudés et connectés puces, micro-rupteurs, condensateurs et autres composantes comme le bloc d'alimentation. Également, sur cette carte, on retrouve des fentes d'expansion qui servent à relier les composantes externes au microprocesseur. On nomme ces composantes externes périphériques puisqu'elles travaillent en périphérie du micro-ordinateur. Les périphériques sont l'imprimante, l'écran, le modem, la souris, pour ne nommer que les principaux. Installer un périphérique, c'est d'abord le connecter au boîtier principal. Derrière le boîtier, on remarque plusieurs connecteurs de formes et de dimensions différentes, ronds ou plats, grands ou petits. Chaque connecteur correspond à un lien possible avec un périphérique. La forme et les dimensions d'un connecteur indiquent habituellement à quel périphérique ou à autre type de connecteur il peut être relié. Pour relier un périphérique au boîtier principal, il faut un câble. Le nom de ce câble est ordinairement associé au périphérique qu'il dessert. En termes familiers, on nomme câble d'imprimante le câble qui relie l'imprimante au boîtier du micro-ordinateur et en termes techniques, on le nomme câble d'interface. Ce câble est muni d'un connecteur à chacune de ses extrémités. Ces connecteurs sont mâles ou femelles.
L'une des extrémités convient au connecteur du périphérique. L'autre à celui du boîtier. Ainsi, grâce à la forme à peu près exclusive d'un connecteur donné, il est presque, et on dit bien presque, impossible de connecter un câble d'interface dans la mauvaise connexion. Mais attention, lisez toujours attentivement le manuel d'instructions sur les périphériques avant de les brancher. Les composantes internes d'un micro-ordinateur sont reliées à la carte mère. Sur cette carte, on retrouve les composantes de base, celles qui ont un apport minimal et essentiel au fonctionnement du micro-ordinateur, et les composantes amovibles, celles qui relient les composantes de base à celles qui sont à l'extérieur du boîtier, c'est-à-dire les périphériques. La carte mère est constituée en grande partie de puces de différents formats. Ces puces composent la mémoire et le microprocesseur. Le microprocesseur est la composante principale du micro-ordinateur, soit celle qui exécute les programmes et leurs commandes. Cette composante est la dernière de 3 générations après la lampe électronique et le transistor. Les progrès réalisés dans le domaine de la miniaturisation des circuits ont permis une très grande fiabilité, une complexité d'ordre microscopique et une augmentation considérable de la vitesse de fonctionnement des microprocesseurs. Grâce à ces innovations, les ordinateurs sont devenus plus complexes, plus fiables et plus rapides, puis ont permis également l'arrivée de langages beaucoup plus évolués, tels que le BASIC, le Pascal, le Prolog, pour ne nommer que ceux-ci. Ces langages ont rendu l'informatique à la portée de tous et de toutes. Un micro-ordinateur a une mémoire combinée de 2 types différents. La mémoire morte, que l'on nomme ROM, pour Read Only Memory, et la mémoire vive, que l'on nomme RAM, pour Random Access Memory. La mémoire morte est celle où sont enregistrés en permanence des microprogrammes qui ont des fonctions de base. Ces microprogrammes sont exécutés lors de la mise sous tension du micro-ordinateur. Généralement, ces fonctions vérifient les composantes, la mémoire vive, et actionnent la tête de lecture dans l'unité de disque à l'endroit précis où se trouve le système d'exploitation, puis le charge dans la mémoire vive. On peut comparer les fonctions de la mémoire ROM à celles que nous avons le matin au moment du réveil. On se demande où on est et machinalement, on dirige sa main vers le réveil matin. Une fois l'heure et la date identifiées, on retrace le programme de la journée et on commence à s'exécuter. Si on retourne à l'ordinateur, c'est à ce moment que le microprocesseur active les informations contenues dans la mémoire RAM. Dans cette mémoire, sont répartis à différents niveaux, logiciels et données. Ces niveaux ont des adresses que le microprocesseur identifie pour établir priorités et liens entre les programmes qui sont en mémoire. Physiquement, la mémoire RAM est répartie dans une série de puces amovibles. Ceci permet d'en ajouter une certaine quantité sur la plupart des micro-ordinateurs. Contrairement à la mémoire ROM, la mémoire RAM s'efface lorsqu'on met le micro-ordinateur hors tension. C'est pour cela qu'il existe plusieurs types de mémoire auxiliaire, tels que le disque rigide, le disque souple, qui, eux, permettent un stockage permanent. Les composantes amovibles sont des cartes d'interface sur lesquelles puces et connecteurs ont le rôle de lier la carte mère au périphérique. Ces cartes ont pour tâche de recevoir, traduire et transmettre les données venant de la mémoire dans le langage que reconnaît le périphérique et vice-versa, c'est-à-dire du périphérique vers la mémoire. Habituellement, chaque carte est associée à un périphérique. Il peut y avoir autant de cartes et de périphériques qu'il y a de fentes d'expansion sur la carte mère. Certaines cartes ont plusieurs fonctions.
On les nomme cartes multifonctions. Elles ont l'avantage de libérer plusieurs fentes d'expansion. Une seule de ces cartes peut servir à relier l'imprimante et le modem, à garder l'heure et la date en permanence et à ajouter de la mémoire vive au micro-ordinateur. En résumé, un micro-ordinateur est un ensemble de composantes logiques et physiques interconnectées de façon à réaliser diverses tâches. Les composantes internes et externes sont dépendantes les unes des autres. Un microprocesseur devient fonctionnel quand il est interfacé à l'aide de cartes, à une imprimante, à un écran ou à d'autres périphériques. Réciproquement, l'ensemble des périphériques a un besoin aussi vital que le microprocesseur d'être relié par ses cartes amovibles. Dans l'ensemble, tous les périphériques ont le même type de lien avec le microprocesseur, c'est-à-dire une carte d'interface. Pour être reliés au boîtier du micro-ordinateur, ils ont besoin d'un câble, qui lui est connecté sur cette carte d'interface. Celle-ci est branchée dans une fente d'expansion sur la carte mère. Sur cette carte de circuit de base sont fixés le microprocesseur et la mémoire principale, ainsi que d'autres composantes nécessaires au traitement et à la gestion des programmes et de leurs données.